Bien, bienvenue à tous. Bienvenue pour ce dernier webinaire innovant de l'année qui est donc consacré à un panorama qui n'est pas exhaustif, hein, mais des types de couverts qui sont pâturables par les brebis. Aujourd'hui, nous allons aborder à la fois les couverts végétaux, les vignes, les vergers, les parcelles bovines, mais aussi les céréales et les colzas qui sont destinés à la récolte. Donc, comme à l'accoutumée, ce webinaire est enregistré et nous vous enverrons bien sûr le replay dès qu'il sera en ligne. Pour parler de ce thème hein, du pâturage hivernal, Stéphane Pipe. Bonjour Stéphane. Bonjour. Camille Ducourtieu de la Chambre d'agriculture de la Dordogne. Et bonjour. Et Laurent Solas de la Chambre d'agriculture de la Saône-et-Loire. Bonjour. Alors, on commence, si vous le voulez bien, par le juridique avec toi, Camille, et qui va un peu nous lister les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber pour être hors cadre juridique. Oui, alors moi, je ne suis pas une juriste de formation, mais dans le cadre du projet CASDAR Interagit Plus, qui est en cours, là, qui se termine en juin, on a travaillé avec l'Université de Poitiers pour voir tout ce qui était possible et pas possible dans le cadre du pâturage. Alors là, je vais employer le jargon de pâturage additionnel parce que quand on va pâturer sur des couverts en hiver ou dans des vergers ou dans des vignes, on peut être chez soi, mais on peut aussi aller sur des terres dont on n'a pas la jouissance exclusive. Donc, on va chez un propriétaire ou un locataire qui est arboriculteur ou viticulteur ou céréalier. Donc là, on se retrouve dans un cas particulier et on est donc situé dans des partenariats qui sont des partenariats que nous, il nous semble gagnant-gagnant parce qu'on va le voir après, il y a des intérêts agronomiques et zootechniques intéressants, que ce soit donc de la part du céréalier ou viticulteur, mais aussi du côté de l'éleveur. Donc, en fait, d'aller pâturer sur un couvert ou dans un verger, c'est du bonus pour les deux. Mais donc, il y a certaines règles juridiques à avoir en tête et aussi certaines obligations réglementaires. Et les obligations réglementaires, je le rappelle tout de suite, il y a l'obligation réglementaire qui est un accès à l'eau, une alimentation suffisante et saine, la présence d'un abri, et puis des mesures contre la divagation, voilà, clôture ou gardiennage. Donc ça, c'est le réglementaire. Ensuite, on a différents cadres juridiques possibles, sachant qu'il faut avoir en tête que tout ce qui est rémunération, c'est dangereux. Alors, c'est même dans la plupart des cas quelque chose qui est à proscrire. C'est une prise de risque importante, même si on est dans le cas d'une indemnisation en nature. Par exemple, vous êtes céréalier, vous êtes chez vous propriétaire ou locataire de la parcelle sur laquelle va venir un éleveur pour faire pâturer ses animaux. Si l'éleveur, en contrepartie, vous cède un agneau en fin de campagne, en fait, on est sur donc une indemnisation en nature et ça, c'est à proscrire parce que soit ça tombe dans si le céréalier notamment est locataire, on va tomber dans de la sous-location. Donc, c'est une prise de risque importante. Ça va de donc l'agneau donné jusqu'à même la participation à l'achat de semences, à l'échange de fumier, voilà. Toutes ces choses-là, en fait, c'est à proscrire.
Mais alors, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le pâturage additionnel, comme ça, d'aller chez un propriétaire ou un locataire d'une terre type vigne, verger ou céréales, ça va poser quand même problème que s'il y a une mésentente. Il faut quand même avoir ça en tête. C'est dans le cadre de la mésentente qu'il peut y avoir des problèmes derrière. Alors, on a alors dans les catégories de partenariat, on a 3 types de catégories qu'on a rassemblées là. Donc, vous avez A, B, C. La catégorie A, c'est tous les partenariats dans lesquels on n'a pas de risque. Donc, on ne prend pas de risque, c'est vert, voilà, c'est bon. Donc, ce n'est pas obligatoirement des partenariats qui sont spécifiques pour faire du pâturage dans des surfaces type culture annuelle ou culture pérenne, mais c'est des partenariats, des modèles juridiques qui conviennent. Après, on a des modèles juridiques qui sont là plus à risque. Donc, ce qu'on a appelé les terrains minés, donc ça, c'est dans le cadre, par exemple, je vous l'ai dit, de propriétaires de surface qui vont essayer de mettre des partenariats avec des avantages en nature, et là, on peut avoir des contentieux. Après, en rouge, c'est il ne faut pas le faire. C'est le cadre notamment d'un céréalier locataire de la surface qu'il met à disposition une partie de l'année à un éleveur. Et là, si jamais il demande une rémunération, par exemple, il peut perdre son bail. Voilà. Alors, dans le cadre du projet Interagis Plus, on a alors le tableau que vous avez, que je vous présente là, c'est un extrait d'un guide juridique qu'on vient de sortir dans le cadre du projet, qui s'appelle Possibilité de partenariat pour du pâturage de couverts végétaux dans des cultures annuelles ou pérennes. Et donc dans ce guide, vous verrez, il y a une arborescence et ce tableau-là qui est présent, qui explique tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire. Alors, dans ce tableau, vous voyez, on a plusieurs modèles de partenariat. On a le premier qui est en fait la mise à disposition gratuite des parcelles. Donc, c'est une jouissance temporaire pour amener des animaux pour pâturer. Donc là, si c'est gratuit, que le propriétaire, que ce soit un arboriculteur ou un céréalier, s'il est propriétaire de sa surface ou s'il est locataire de sa surface, il n'y a aucun risque. Ce type de dispositif convient pour tout le monde. On a aussi la possibilité, si on est sur de la convention pluriannuelle de pâturage, donc ça c'est possible aussi, sachant quand même que la convention pluriannuelle de pâturage, elle n'est possible que dans des zones de montagne ou des zones qui sont validées par le préfet comme zone pastorale. Donc, ce n'est pas possible partout en France. Après, on a la prise en pension, ça c'est possible aussi, donc il n'y a aucun risque. Et après, la chose qui n'est pas risquée non plus, c'est la prestation de service, mais payée par l'exploitant de la surface. Donc là, il n'y a pas de risque dans ce cas-là. C'est juste que l'éleveur, lui, c'est l'éleveur qui fait payer une prestation. Mais lui, par contre, dans l'absolu, il faudrait qu'il ait une immatriculation en tant qu'entreprise commerciale pour faire ça. Donc, il faut faire attention à ce détail-là. Après, donc c'est ce que je vous disais juste avant, la mise à disposition à titre onéreux. Donc, même si c'est un avantage en nature,
Donc, il y a des risques de contentieux quand le propriétaire de la surface pratique ça. Et c'est carrément interdit par la loi lorsque le propriétaire, l'exploitant de la surface n'est que locataire de sa surface. Donc voilà, c'est les différents partenariats qui existent à l'heure actuelle. Modèle juridique, donc il n'y a pas de modèle juridique exactement adapté à ce type de pâturage. Mais bon, on s'aperçoit finalement que tant que ça reste gratuit, il n'y a pas de risque pris de part et d'autre. Après, au-delà du juridique, il faut avoir en tête que ce type de partenariat, c'est du dialogue, de l'échange pour que ça dure. Et pour que ça dure, il faut qu'il y ait de la planification, il faut partager le projet de circuit de pâturage, par exemple, bien en avance pour que les deux parties comprennent la cohérence du déplacement du troupeau. Il faut se concerter régulièrement, donc avant, pendant et après le pâturage aussi, souvent faire un bilan, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, comment on fait si on continue l'année prochaine. Il faut aussi on le voit dans ces partenariats, échanger pour comprendre les besoins de chacun parce que c'est des métiers différents et pour mieux comprendre le métier de l'autre, il faut faire aussi des points réguliers en fonction des conditions météo parce que selon l'année, on peut avoir un troupeau où l'éleveur avait prévu de faire passer le troupeau sur tant d'hectares et puis finalement, il y a trop d'herbe, donc il ne va pas pouvoir passer partout. Ou inversement, il va falloir rajouter des surfaces. C'est une année de sécheresse, on est en pâturage hivernal, je ne sais pas trop l'exemple, mais voilà, souvent, selon la fourniture disponible sur place, on peut avoir des adaptations à faire et ça, c'est important qu'il y ait un dialogue permanent entre les deux parties. Enfin, pour finir sur cette partie juridique, on a les aspects réglementaires. Alors, qui est un point important. Alors, dans le réglementaire, c'est vaste parce que ça va de tout ce qui est lié aux aides PAC à tout ce qui est lié à la gestion sanitaire et à la réglementation liée au sanitaire. Tout ce qui est lié à l'identification des animaux, au transport, etc., on est en lien direct avec le sanitaire. Et là, la logique veut que l'administration sache où sont les animaux, notamment pendant la période de détention obligatoire des animaux, qui va du 1er, en gros, alors ça change d'une année sur l'autre, mais c'est à peu près du 1er février au 15 mai chaque année. Et pendant cette période de détention, il faut donc que l'éleveur qui amène ses brebis dans un verger qui est à 10 km, par exemple, il faut qu'il renvoie à la DDT un bordereau de localisation qui spécifie le numéro package de l'exploitation où les animaux sont à la pâture. Voilà, ça c'est la chose la plus importante. Après, sur tout ce qui est déplacement, c'est compliqué parce que ça dépend d'un département à l'autre. Et là, on est en train d'harmoniser au niveau national ces choses-là parce que c'est très complexe. Voilà, j'en ai fini sur cette partie juridique. Alors Camille, on a une question d'Agathe qui demande au niveau de l'abri, est-ce que ça peut être une haie? Oui, ça peut être une haie, c'est tout abri naturel ou construit, mais ça peut être une haie. Juste pour la petite histoire, on a un céréalier dans le Loiret là, qui met à disposition ses couverts végétaux à un éleveur, un voisin. Et en fait, lui, il sème des rangs de sorgho pour faire une haie naturelle, voilà, que les brebis consomment lorsqu'elles ont fini de manger le couvert. Voilà. Donc ça peut tout à fait être un abri naturel. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, vous avez vu, hein, sur ces aspects juridiques, faut vraiment être vigilant. Alors, Camille, on parle de céréaliers, vignerons.
mais est-ce que cela peut être d'éleveur à éleveur? Alors, d'éleveur à éleveur, au niveau juridique, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Oui, En c'est-à-dire. fait, c'est juste que dans les exemples, on cite toujours les céréaliers, les vergers, les vignes. Mais est-ce que ça peut être d'éleveur à éleveur, utiliser la prairie permanente Oui, on est toujours sur la même histoire de fonctionnement, quel que soit le type de surface cultivée. En gros, on tombe dans ces conditions juridiques-là. C'est-à-dire Ça marche. bien faire attention en fait que ça ne soit pas du bail masqué, quoi. C'est ça le risque principal, en fait. Ça marche. Et j'ai pas bien entendu tout à l'heure. Pour la partie information à la DDT, c'est aussi hors période. Non, Non, c'est que pendant la période de c'est février à La mai. détention. oui, que pendant Ça la période marche. de détention, ouais, obligatoire. Est-ce que vous avez est-ce qu'il existe un bordereau déjà existant? Oui, le bordereau, là, ce Cerfa, il est sur Télépack. Il est Ça marche. téléchargeable sur Télépack. Ça roule. Quand Ok, vous mettrez sur Télépack, vous le trouverez. Quand super, vous... Oui, vous allez voir, vous allez le trouver. Il est super, à la, merci beaucoup. il est à la suite du bordereau de notification des pertes. Il est sur la même feuille. Super, merci. Bon, ben écoute, je vous propose que nous continuions cette fois-ci dans les aspects techniques, à la fois agronomiques et zootechniques, avec toi, Stéphane, et avec les couverts végétaux, les principales règles de fonctionnement et les intérêts à la fois pour l'éleveur et pour, en l'occurrence, le céréalier. Ok, donc tous les résultats suivants sont issus de trois années d'essai donc d'un programme qui s'appelait le POCIF qui avait été réalisé par Agrofil, donc ça se situe sur le bassin parisien. Donc, ce qui avait été un peu évalué, c'était tout ce qui était impact qu'il pouvait y avoir sur les cultures suivantes. Donc, issu de ces résultats, donc on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas d'impact vraiment, que ce soit négatif ou enfin en positif sur la culture suivante. C'est relativement neutre, donc il y a des petits écarts types, mais c'est vraiment négligeable. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a un petit effet positif, mais bon, ça représente pas grand-chose. C'est 6 unités d'azote minéral disponible en plus pour la culture suivante. Donc, et on s'aperçoit qu'il y a des éléments fertilisants qui sont plus rapidement assimilables par la culture du fait de la digestion par les animaux. Donc voilà, on a aussi sur du PEK quelques éléments fertilisants qui sont plus disponibles. Donc voilà, donc, mais pas d'effet vraiment fou, voilà, que ce soit positif ou négatif sur la culture suivante. Voilà, donc par contre, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres effets vraiment, par contre, eux, très positifs, c'était une pression limace. Donc, on a surtout des années comme cette année, où des années très humides depuis un an, où on a une pression limace qui est hyper importante, et surtout sur des systèmes SD, donc enfin semi-direct ou TCS, où il y a peu ou pas du tout de travail du sol. Donc, la limace est vraiment un gros souci en grande culture. Donc, entre les essais pâturés et non pâturés, on s'aperçoit qu'il y avait 60% de limaces en moins sur des couverts pâturés par rapport à du non pâturé. Donc c'est très loin d'être négligeable. Donc surtout des années, je vous dis, comme cette année. Autre point qui n'a pas été évalué, mais c'est un ressenti plutôt des agriculteurs, c'est tout ce qui est pression mulot. Donc c'est un autre gros souci en SD où voilà, le développement des mulots, dès qu'on n'a pas de travail du sol, c'est hyper important. Donc on s'est aperçu qu'il y avait un effet positif, c'est pas chiffré, mais on a l'impression que quand les paddocks sont pâturés, on a une concentration de tout ce qui est prédateur, donc des hiboux, des faucons, cressins, tout ce qui est prédateur mulot, qui se concentre sur la zone qui vient d'être pâturée. Donc on a une meilleure efficacité en fait de chasse de ces prédateurs-là. Le fait aussi le piétinement qui écrase un peu les galeries, qui perturbe les mulots. Donc voilà, donc c'est pas chiffré, mais c'est vraiment un ressenti des céréaliers qui trouvent que voilà, des couverts pâturés, on a moins de mulots après passage des brebis que sans. Donc ça pour la pression prédateur pour le mulot.
Autre inquiétude qu'il y avait, donc c'était surtout des années très très pluvieuses, c'était tout ce qui est compaction du sol. Ça pouvait des fois être dans la tête des gens un ressenti de dire voilà, bah, quand les brebis piétinent, voilà, ça va détruire, enfin, ça va abîmer la structure du sol, ça va tasser en profondeur. Donc sur tout ce qui est essai, donc on s'est aperçu que c'est vraiment qu'un tassement très superficiel. Donc c'est vraiment sur les premiers centimètres et ça n'a rien à voir du tout avec un tassement en profondeur qu'on peut avoir avec un tracteur voilà, de 300 chevaux qui est un broyeur derrière, quoi. Donc voilà, c'est vraiment que du tassement de surface. Petit bémol, bah, toujours des années humides comme là, donc c'est ce qui est ressorti, nous, dans notre région, donc céréalière, c'est que sur du semi-direct pur, sur des couverts courte rotation, donc ce qu'on appelle courte rotation, c'est entre deux pailles, donc c'est avant un blé ou avant une escorgeon là, qu'on a semé là cet automne où bah, quand on a un petit tassement de surface, on peut avoir parfois un problème de ressuyage, bah, surtout quand on a des semaines complètes de pluie, où parfois voilà, on est obligé de retravailler un petit peu le sol en surface pour pouvoir implanter une culture d'automne après un couvert de rotation. Donc ça, voilà, c'est vraiment spécifique aussi à des années très pluvieuses, c'est pas tous les ans comme ça. Mais voilà, faut le savoir que parfois, surtout sur des semi-directs, des éleveurs, enfin des agriculteurs qui sont en SD pur, ça peut des fois être gênant quand vraiment on veut pas travailler du tout le sol, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le placement. Ensuite, on va passer donc tout ce qui est charge. Le gros avantage, donc, surtout pour le céréalier, bah, c'est tout ce qui est temps de travail lié au travail, enfin, au broyage des couverts végétaux. Donc, on estime à peu près une trentaine de minutes par hectare. Le coût, bah, dès qu'on met un matériel, un outil dans les champs, bah, forcément, bah, ça consomme du gasoil, ça a un coût aussi bah, d'entretien. Donc, on estime une vingtaine d'euros de charge de matériel, un peu 7-8 € de fuel, donc ce qui correspond à peu près à 30 à 40 euros de l'hectare, un peu tout confondu, hors main-d'œuvre, de coûts économisés pour le céréalier, quoi. Et autre chose qui n'est pas chiffrée et que, enfin, c'est le ressenti aussi pas mal, c'est l'image aussi positive des moutons en plaine. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que ça donne une meilleure image de l'agriculture. C'est plutôt sympa. Et ils préfèrent bien plus voir des moutons en plaine qu'un broyeur et encore moins un pulvé quand c'est détruit chimiquement. Donc voilà, c'est vraiment un petit plus qui en plus pour le céréalier aussi de faire mettre des moutons dans sa plaine, quoi. Donc ça pour l'avantage du céréalier. Après, donc sur l'aspect zootechnique, donc tous les résultats d'essais et de valeur alimentaire, on s'aperçoit qu'en fait un couvert végétal, c'est vraiment bah, ça équivaut à concentrer agneau grosso modo. Donc pour retaper les brebis, pour faire des lactations, pour de l'engraissement d'agneau, vraiment c'est utilisable dans quasiment toutes les phases de zootechnique. Parfois même, on a même des fois des problèmes de suralimentation sur certains types de brebis qui ont tendance à sortir un peu pourries grasses des fois dans des couverts végétaux. Donc voilà, mais savoir que c'est en valeur alimentaire, c'est vraiment le tip top, quoi. Donc voilà pour cette première partie. Je te pose les deux questions, juste un petit point sur les plantes toxiques. Vous savez que en matière de couverts végétaux, les brebis sont capables de pâturer et de valoriser pratiquement toutes les plantes. Trois peuvent éventuellement poser problème, éventuellement quatre. La gesse et la veste velue lorsqu'elle est en graines. Donc ça, il y a eu des cas d'intoxication. Alors quand elle est uniquement en feuilles, ça pose pas de souci, mais il faut surtout pas qu'elle monte à graines. Ensuite, on a les moutardes, quelles qu'elles soient, parce que vous le savez, elles sont riches en glucosinolates, peuvent entraîner des problèmes de reproduction, entre autres. Mais pour ça, c'est surtout avec des luzernes, avec des moutardes pures. Stéphane, toi, tu fais pâturer des moutardes en mélange semées avec d'autres plantes et tu n'as pas de souci. C'est surtout pour les moutardes pures. Enfin, on a eu parfois quelques soucis avec du sarrasin semé là aussi en pur. Là, c'était plutôt des problèmes de photosensibilisation, mais il y a quand même peu de sarrasin semé en pur. Voilà. Sinon, vous retrouvez toutes ces plantes toxiques dans la brochure, je vous ai mis à droite là, qui est là aussi un produit du programme dont vous parlez Camille tout à l'heure, Interagis Plus. Et puis, quand vous vous posez des questions sur une plante toxique, quelle qu'elle soit, il y a un site internet qui est super bien fait, on vous l'a mis en bas, ça s'appelle vegetox.envt.fr, on vous enverra le diaporama, hein. Et là, vous avez énormément de plantes qui sont recensées et en général, on trouve, voilà, on trouve. Alors, Stéphane, Étienne se demande,
c'est au niveau des mulots. Comme il y a des piquets pour que les rapaces se posent, est-ce que c'est pas ça qui fait qu'il y ait moins de mulots? Parce qu'il dit que même sur les piquets en fibre de verre, il voit des rapaces qui sont posés. Ici, ben, ça impacte justement ça. Donc, ils se perchent sur les piquets et les zones de chasse en fait, sont concentrées quand on fait des paddocks de 1 hectare ou 2 hectares. Ils se pillent et ils se perchent sur les piquets et ils se concentrent vraiment à chasser sur ces zones-là. Contrairement à quand on broie 30 ou 40 hectares, soit au broyeur ou au lofaca, où ben, la zone de chasse elle est hyper répartie et ils se concentrent moins sur ces zones-là. En, quelle communication a été faite auprès des céréaliers? On pourra répondre à plusieurs. Par quel biais? Cela pourrait être intéressant de leur faire passer les infos par les COP, leurs conseillers. Mon idée serait d'inverser la tendance et que la demande vienne des céréaliers plutôt que des éleveurs. Alors, peut-être, il y a des projets qui sont en cours, hein. Il y en a un qui est en Beauce, notamment, hein, sur le nord du Loiret avec des céréaliers. Toi, peut-être, Stéphane, tu peux témoigner, puisque tu es dans une zone céréalière, un peu comment ça se passe avec les céréaliers et comment de plus en plus vous pâturez chez eux, quoi. Mmh. Donc après, c'est de l'échange de bons procédés. Après, c'est un deal qu'on a ensemble où voilà, on s'engage à libérer les parcelles à certaines dates. On contraint pas sur certains mélanges. On dit pas voilà, moi je veux tel ou tel mélange. Après, voilà, le céréalier fait les mélanges qu'il souhaite. Le tout après, c'est de se mettre d'accord, de dire voilà, faut que je libère tes parcelles à telle date. Et puis si on s'engage et qu'on maintient bien ça, en fait, il nous laisse de plus en plus de surface les années suivantes, hein. Et après, c'est le bouche à oreille. Voilà, c'est par contre, voilà, faut être respectueux de ça. Si les gars ils veulent rentrer dans leur parcelle à une date, qu'ils veulent labourer ou implanter quelque chose, faut respecter ça. Si l'année d'après on veut continuer à avoir des couverts, quoi. Et après, là, il y a quelques projets. J'ai fait une intervention pour l'APAD, donc c'est une association de SMI Direct il y a une dizaine de jours, où, voilà, donc dans des systèmes vraiment SD purs, où ils cherchent soit un partenariat avec des éleveurs voisins, ou certains se posent la question même de créer des troupeaux sur leur système SD. Vu le contexte grande culture, nous, enfin, on a pris une gamelle cette année en grande culture, donc ça motive encore plus les éleveurs, enfin les céréaliers à créer un peu un autre atelier à côté. Donc voilà, faut que tout le monde soit gagnant, quoi. J'ai Je continue j'ai avec une Camille. Cette fois-ci, Camille, tu vas Attends, il y a une question. aborder le pâturage des vignes et des vergers. Alors, pardon, excusez-moi, je mets le diaporama. Voilà. Oui, alors, on va faire un premier zoom sur les vignes et j'embrayerai aussi sur les vergers. Alors, Stéphane l'a dit tout à l'heure que des animaux dans les grandes cultures, il y avait un atout aussi lié à l'image et à la vision positive de l'agriculture. On l'a aussi dans les vignes et vergers, cette vision positive, avec aussi une notion de création de liens dans le territoire de manière plus globale. Le pâturage dans les vignes, c'est une diversification de ressources et puis une alternative aux intrants assez évidente, quoi. Pour l'éleveur, donc c'est du fourrage sur pied en hiver, des économies de stock, et puis surtout des surfaces supplémentaires pour s'installer et pour se développer. Alors, on a pas mal de vignobles où des viticulteurs essayent de s'associer pour collectivement offrir des vignes et puis parfois des prairies limitrophes qu'ils ont pour permettre à quelqu'un de s'installer. Après, c'est trouver le candidat, c'est pas toujours évident. Mais voilà, il y a cette notion d'aider à l'installation. Pour les viticulteurs, c'est moins d'entretien mécanique. Alors, c'est pas la révolution, mais on va le voir quand même, ça, c'est intéressant. C'est, comme j'ai dit, une présence d'animaux je reprends le terme qu'ils emploient, ça permet d'avoir une ambiance bucolique dans les vignes. Et puis, cette ambiance bucolique, elle est réutilisée à des fins commerciales, parce que parfois, il y a des châteaux qui mettent une brebis dessinée sur l'étiquette des bouteilles. Et puis, c'est aussi, j'en parlais tout à l'heure dans les formes de partenariat, une ouverture sur une autre filière agricole, donc d'autres métiers et la reconnexion culture-élevage, tout l'aspect social positif de la reconnexion culture-élevage. Alors, dans les vignes, techniquement et pratiquement, comment ça se passe? En fait, il y a la possibilité de faire passer des brebis
2 fois, normalement, à peu près 2 fois dans l'hiver. La première fois mi-novembre et la deuxième fois fin février, début mars, juste avant le débourrement. Et on peut passer sur tout l'hiver, mais à la période, enfin voilà, il y a 2 passages possibles en fonction de la pousse de l'herbe. C'est aussi, attention, la période de la taille qui va conditionner l'accès à la parcelle, parce que quand il y a les sarments au sol, les brebis vont les pousser, les dispatcher, ça va être compliqué. Donc, il faut passer soit avant la taille, soit après avoir ramassé les sarments, sinon ça rend difficile. Alors, c'est pas toujours évident de donner un chiffre, mais la biomasse qui est disponible dans les vignes, eh ben, elle est très variable parce que les vignobles sont situés historiquement sur des parcelles où on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. C'est là aussi où on met les moutons souvent. Mais petit à petit, avec la spécialisation des territoires, on s'est retrouvé aussi avec des vignobles sur des terres beaucoup plus productives. Donc, on peut avoir de la biomasse disponible qui varie du simple au triple dans les interrangs. Donc, si bon, tout le monde n'a pas l'habitude de parler en jours brebis, mais ça va de 300 jours de pâturage brebis par an à 700 jours de pâturage brebis par an. Ce qu'on donne comme repère, c'est un vignoble, comme vous voyez sur la photo, on peut offrir pour un lot de 40 brebis à peu près 20 hectares de vignes sur une saison hivernale. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les vignes, comme les vergers, on va le voir, c'est quand même des milieux un peu, entre guillemets, hostiles, pas très naturels pour des brebis qui ont un peu perpétuellement peur du prédateur. Donc, d'errance, ça les contraint un peu dans leurs mouvements. Donc, il faut avoir des surfaces de repli pour pouvoir faire de la complémentation alimentaire si besoin. Bon, c'est rarement le cas, mais bon. Et puis, voilà, qu'il y ait une aire de couchage, s'il pleut beaucoup, de pouvoir ou faire des interventions sur les animaux. Voilà, c'est bien d'avoir des parcelles de repli limitrophes. C'est quoi la parcelle de vigne idéale? C'est des îlots qui sont quand même assez éloignés des axes routiers, des parcelles qui ont, comme je l'ai dit, des zones de repli, alors assez ouvertes aussi, puisque dans les vignes ou vergers, souvent les animaux sont quand même un peu dans un milieu fermé. Et puis voilà, comme je disais, des prairies pour aller pâturer, parce qu'il y a des périodes où la pâture de toute façon ne sera pas. Si à la taille des vignes, par exemple, il va falloir sortir les brebis, les mettre dans une prairie à côté pour pouvoir intervenir et faire la taille. Alors, on a parlé de la parcelle idéale. Après, quelle est la brebis idéale? En fait, il n'y en a pas, parce qu'on voit tout type de races de brebis qui vont pâturer dans les vignes, même des brebis à cornes. Voilà, là, on vous cite, ça c'est issu du retour de mes collègues aussi selon leur zone. Donc, ça va de la cause du Lot à la Tonnet-Marteau, les romanes, tout est valable, qu'elles soient grandes ou petites, cornues ou pas. On privilégie plutôt les brebis qui sont en non suitées, quoi, on va dire. Mais bon, c'est toujours possible aussi d'avoir des brebis et des agneaux dans les vignes. Ou même faire des luttes dans les vignes, c'est aussi possible. On a testé aussi des éleveurs qui le pratiquent, de travailler avec un chien dans les vignes, chien de conduite, et même l'utilisation de chiens de protection est assez fréquente maintenant. Donc, en gros, ça peut fonctionner à peu près comme sur une prairie. Alors, là, on a parlé des animaux. Après, finalement, donc l'animal, hein, il va avoir un entretien des interrangs qui va être très efficace, plus efficace finalement que l'outil mécanique, parce que la brebis, elle va consommer jusque sous le rang.
Et en plus, elle va manger les feuilles mortes, tous les restes de rafle. Donc, elle fait un nettoyage sanitaire, on va dire. Elle va pouvoir passer dans des endroits qui sont difficilement mécanisables. Et alors, elle va permettre de faire un décalage de 3 semaines, voire supprimer le premier passage de tracteur au printemps. Donc, on a un décalage de 3 semaines dans la première intervention en sortie d'hiver, ce qui est très intéressant pour les viticulteurs parce que souvent, ils ont des problèmes de portance sur certaines parcelles. Et donc là, ça leur permet de ne pas abîmer les sols en sortie d'hiver. Sur ce qui est sol, par contre, alors on n'a que des retours, parce que c'est difficile de faire de l'expérimentation sur la vie du sol et l'évolution liée à la pâture sur la vie du sol. Il faut souvent plusieurs années d'expérimentation pour voir quelque chose. Donc, c'est de l'ordre du ressenti, quoi. On a des retours qui sont positifs de la part des viticulteurs qui trouvent que dans leurs vignes, après le passage des animaux, il y a une vie du sol intéressante, une diversité floristique aussi qui apparaît. Et puis, au niveau entomologique aussi, c'est un abri à auxiliaire de culture intéressant. Et puis, on n'a aucun effet négatif sur la vigueur de la vigne, la qualité des raisins et qualité des sols en général. Tout se passe très bien. C'est vraiment un partenariat gagnant. Oui, Camille, une petite précision. Oui. Firmin demande comment comprendre 700 jours de pâturage par an. Il demande une précision sur ce type d'indicateur. Ouais, c'est un vocabulaire qu'on emploie pour le pastoralisme notamment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, si on met, alors c'est aberrant, mais une brebis sur cette parcelle, elle va pouvoir y rester jusqu'à 700 jours. Alors, le parent, il est un peu en trop, mais parce que généralement, on met un lot entier, donc on va réfléchir à l'année, mais c'est si j'ai 50 brebis, elles vont pouvoir rester tant de jours sur ce milieu-là. Si vous avez un lot de 100 brebis, arrêtez. Si vous avez un lot de 50 brebis, vous avez 14 jours de pâturage. C'est ça que ça veut dire en fait. Camille, il te reste 5 minutes donc pour les vergers. Merci de te cantonner au point clé sur les vergers. D'accord, je vais essayer de passer la 5e. Pâturer, ça améliore la qualité de la flore, notamment on l'a vu dans le projet BrebisLink, en un hiver, donc 18 jours de pâturage dans les vignes. L'hiver suivant, on avait 30% de légumineuses en plus dans les rangs pâturés et on avait des rangs témoins non pâturés. Donc, c'était assez impressionnant l'effet sur les légumineuses, sur les trèfles. Ça, on l'a dit tout à l'heure, il y a l'herbe des interrants, c'est comme les couverts, c'est une ressource riche même en hiver. Donc, vous pouvez le voir, on est à presque une UF, on a des PDI qui dépassent les 100 grammes, mais on a aussi parfois une ressource liée à l'arbre lui-même. Donc, des pommes, c'est plus d'une UF, alors c'est pauvre, c'est de l'énergie, quoi, c'est du sucre, mais c'est une sacrée ressource pour les animaux que d'aller consommer les restes de pommes. Merci de passer directement au point clé, s'il te plaît. Ah oui, mais attends, il faut que j'y trouve les points clés. C'est après. C'est après, pardon. Attends, encore après. parce que je ne dois pas défiler. Attendez, il faut que ça passe. On vous enverra le diaporama. Et puis, il y a tout un tas de fiches sur le sujet, sur le site de l'Institut de l'élevage. Si vous tapez, vous allez trouver. Voilà. Merci, Camille. Voilà, je ne vois pas mon défilement à l'avance. Alors, dans les points clés, il faut, dans les vergers, alors c'est un peu comme les vignes, ça se ressemble beaucoup, mais souvent, il faut quand même éviter les luttes, donc mettre les béliers, parce qu'ils se frottent plus facilement aux arbres, sachant que les dégâts sur les arbres sont minimes, mais souvent les arboriculteurs supportent un niveau de dégâts quand même qui fait que ça ne va pas pénaliser la production généralement de fruits. On a une ressource d'herbe suffisante. Généralement, il ne faut pas complimenter les animaux parce que c'est là où justement ils vont s'intéresser aux arbres et ils vont commencer à faire du dégât. Il faut éviter souvent, quand il y a des grandes périodes pluvieuses,
il vaut mieux éviter de mettre les animaux sur une longue durée sous les arbres parce que c'est là aussi où ils commencent à s'intéresser aux arbres. Donc, il faut une surveillance quotidienne. Et puis aussi, en verger, bien faire attention aux périodes de traitement. Parce que, voilà, en verger, on a des traitements en cuivre, des traitements phyto, et souvent on dit, en cuivre, il faut au minimum 50 mm de pluie avant de passer des animaux. Et puis, pour les phytos, c'est au moins 3 semaines aussi, surtout si on a eu un traitement en plein avant de mettre des animaux. Voilà, pour les points clés. Et donc, le cuivre, je viens vous le dire, à minimum 50 mm de pluie. Après, quand on a eu 200 mm, on est tranquille pour mettre les animaux sur une parcelle. C'est important, hein, parce que c'est souvent des Ouais. questions qui sont posées, hein, le cuivre, Camille. D'accord. Je reviens sur la diapo, alors s'il y a des questions sur le cuivre. Question? C'est pour le moment. J'étais un peu rapide, désolée. Non, mais J'ai dit désolée, là, l'essentiel. on est contraint par le temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, ouais. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on continue avec Laurent, cette fois-ci, sur les intérêts de faire pâturer les brebis en hiver sur les prairies bovines. À toi, Laurent. Alors, ces essais-là, donc le pâturage des brebis sur les parcelles libérées par les bovins, les résultats qu'on va vous présenter, ils sont issus d'un casse-d'art qui est en cours qui s'appelle Accomplir sur la mixité bovin-ovin. Et l'idée, c'est de valoriser l'herbe qui est laissée à l'automne par les bovins, puisque la plupart du temps, les bovins sont rentrés en hiver pour des problèmes de portance, pour des problèmes de surveillance de vélage, etc. Et avec les hivers qu'on a aujourd'hui, on a quand même de la matière à manger. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que cette herbe-là qu'on laissait à l'automne, de toute manière, elle était perdue puisqu'on ne la retrouvait pas au printemps. Et d'où la question, c'est est-ce que nos brebis ne peuvent pas venir valoriser cette herbe-là et de vérifier un certain nombre d'éléments, notamment au niveau parasitisme, hein. C'est voir s'il n'y a pas de problème de transmission de parasites entre les deux espèces, entre les vaches et les brebis, sachant qu'au niveau parasitisme, notamment au niveau des stronques gastro-intestinaux, on a peu de risques de transmission entre les deux espèces, puisque seuls les veaux non sevrés ont quelques parasites gastro-intestinaux qui sont communs avec les brebis, mais sinon, tous les autres générations de bovins, ils créent une immunité et donc les parasites ne vont pas pouvoir se développer vers eux et nuire aux bonnes performances. Après, par contre, il reste les soucis de la petite douve, grande douve et paramphistome, qui là, par contre, sont communs aux deux espèces. Donc, dans les essais qui ont été menés, 4 essais qui ont été menés l'hiver dernier, 2 en Haute-Vienne, 1 dans l'Allier et 1 en Saône-et-Loire, des copros ont été faites sur les brebis et sur les veaux après pâturage des brebis, donc sur le pâturage de printemps, et on n'a pas vu de transmission de parasites entre les deux espèces. Bon, c'est que 4 essais, ça va être confirmé avec des essais qui vont avoir lieu cet hiver. Ensuite, on a voulu vérifier si on constatait une amélioration de la qualité de l'herbe sur le printemps suivant. Vous avez vu, Camille vous a montré tout à l'heure qu'au niveau des vignes, il y avait une augmentation des légumineuses entre les rangs. Et bien là aussi, sur les prairies de bovins qui ont été pâturées l'hiver par des brebis, on a une augmentation non négligeable du pourcentage de légumineuses qu'on retrouve au printemps, hein, puisque sur Charolles, on avait 15% de légumineuses en plus sur la partie pâturée par rapport à la partie non pâturée. Et ça se traduit par des valeurs alimentaires qui sont bien meilleures au moment de la mise à l'herbe à 300 degrés. Vous avez de l'herbe qui a plus d'une UF et 150 grammes de PDIN. Donc, c'est quelque chose qui est largement aussi bon qu'un concentré du commerce.
Et ça se maintient aussi au cours du temps, puisqu'à 500 degrés, même si on est un petit peu inférieur au niveau des UF, la valeur azotée est quand même plus importante que sur la partie non pâturée. L'explication, c'est que les légumineuses, du coup, profitent de plus de lumière, puisque il y a moins de matière végétale qui va venir cacher la lumière à ces légumineuses et ça va pouvoir redémarrer en même temps. Si on laisse notre herbe non pâturée, vous voyez tout le temps au printemps de l'herbe qui est dégraminée qui vont vieillir, qui vont jaunir et qui vont faire des touffes qui vont cacher la lumière et qui vont empêcher le développement de ces légumineuses. Et même remarque pour les couverts végétaux, ça on ne l'a pas mesuré, on l'a constaté moi sur la parcelle au niveau de Charolles, c'est qu'effectivement les mulots, du fait qu'on enlève une partie de leur cachette, on a moins de galeries, on a moins de problèmes de mulots dans les parcelles qui ont été pâturées l'hiver par rapport aux les parcelles qu'on n'a pas pâturées, il reste une grosse quantité de matière. L'attaque aérienne est plus performante pour aller chasser les mulots. Et effectivement, le piétinement des brebis doit aussi poser un problème au niveau des galeries. L'autre question, c'était de savoir si on n'allait pas pénaliser notre rendement, parce que c'est bien gentil d'avoir de l'herbe de bonne qualité, mais si elle reste, si on en a moins, on n'aura rien de gagné. Et là, en fait, on n'a pas de souci particulier. On a un petit décalage de la pousse de l'herbe d'une dizaine de jours sur les parcelles pâturées par les brebis l'hiver par rapport à des parcelles non pâturées. À la limite, ça peut être un avantage d'avoir ce petit décalage d'une dizaine de jours parce que du coup, ça va pouvoir nous permettre de mieux gérer l'explosion de la pousse de l'herbe au printemps et d'avoir des parcelles qui ne seront pas toutes au même stade, au même moment et de pouvoir mieux gérer le pâturage et mieux valoriser l'herbe. Au niveau du rendement, là, c'est pareil. On a quelques points de vigilance quand même à apporter. On a quelques petits impacts qui peuvent être mis en œuvre, quelques petits écarts. Ça sera surtout lié au fait qu'on aura quand même laissé un petit peu le temps de la prairie se reposer. Il ne faut pas vouloir aller pâturer avec les brebis jusqu'au 15 mars et espérer que derrière, on ait la même la même quantité d'herbe après. Il faut quand même laisser un petit temps de repos aux parcelles pour qu'elles puissent redémarrer derrière. Voilà. Je prends un souffle. Et puis ensuite, le souci, comme au niveau des céréales, des pâturages des intercultures, le problème du piétinement et du sol compacté. Dans les différentes parcelles qui ont été pâturées, aucune différence de compactage du sol, entre les zones pâturées et les zones non pâturées. Puis, de toute manière, ça ferait comme sur les grandes cultures. Si compactage il y avait, il serait réduit aux quelques premiers centimètres sur la parcelle et ça serait vite rattrapé si on a un effet de gel, etc. Dans des terres un peu argileuses où ça va travailler, le compactage va être vite rétabli. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. L'autre grosse interrogation concernait le temps de travail et la facilité à mettre en œuvre le pâturage sur les parcelles libérées par les bovins. Donc, on a étudié le temps de travail nécessaire à la mise en œuvre de cette pratique, la pose de clôture s'il y avait besoin, puisque avant d'aller mettre des brebis dans les parcelles libérées par les bovins, comme il l'a rappelé dans le point juridique tout à l'heure, il faut éviter la divagation. Donc, il faut déjà diagnostiquer le type de clôture qui est mis en place pour garder les bovins. Est-ce que ça va être adaptable pour garder les brebis? Et sinon, peut-être être amené à reposer des clôtures spécifiques pour les moutons, qui peuvent être
qui peuvent être du filet, qui peuvent être des clôtures à base de fil électrique qui peuvent se poser au quad rapidement. Donc, c'est pour ça que vous voyez sur les différents essais, un petit rectangle jaune qui peut être plus ou moins présent, voire absent. Par exemple, c'est le cas au lycée agricole de Moulins, où les parcelles sont déjà habituées, enfin, sont déjà prévues pour du pâturage mixte, donc bovin et ovin, ce qui n'était pas le cas sur les 3 autres exploitations. Et dans ce cas-là, du coup, on n'a plus que du temps de surveillance par rapport à la tournée quotidienne qu'on va faire. Et par contre, l'intérêt de cette pratique va être lié aussi à la distance entre le berger et que le berger va vouloir réaliser pour aller sur les parcelles, puisque vous voyez qu'on peut avoir des temps de travail après qui seront très très importants, puisque par exemple, dans le cas du Gaëclavine, qui est situé à une demi-heure de route de l'exploitation du Mourier, et du coup, quand on ramène le temps de travail passé par brebis qu'on a fait pâturer, on est à 2 minutes par jour, et là, on atteint les limites de la rentabilité de la pratique. Voilà. Merci Laurent. Je ne sais pas si vous avez des questions. Laurent vous l'a dit, les essais continuent là au pôle régional de Charolles en Saône-et-Loire, au lycée agricole de Moulins dans l'Allier, et nous ici au CIRPO où on va pâturer chez les voisins en fait qui ont des bovins. Et on a également des suivis chez une bonne dizaine d'éleveurs pour essayer de continuer à mesurer les échanges éventuels de parasites. Là. On fait beaucoup de copro, etc. Donc d'ici une bonne année, on aura des références encore plus solides, mais bon, ça paraît quand même très intéressant, quoi. Et ce CASDAR accomplir et interagir plus nous ont amené à réfléchir aussi à diagnostiquer des clôtures et à mettre en place des fiches clôtures pour pouvoir aider les éleveurs à choisir le type de clôture à mettre en place sur leurs exploitations. On a une question de Firmin. Je ne sais pas si on va savoir répondre, Firmin. Existe-t-il des risques de transmission, je suppose, de parasites entre les brebis et les chevaux? Entre les brebis et les chevaux, alors j'en ai discuté avec ma collègue qui s'occupe des chevaux. Apparemment, ce n'est pas les mêmes parasites non plus. Donc, on doit pouvoir y aller sans trop de crainte. D'accord. Merci. Écoutez, on termine avec toi, Stéphane. Stéphane, tu vas aborder cette fois le pâturage des céréales et des colzas qui sont destinés à être récoltés en gras. Ok. C'est une pratique en fait qui a été un peu perdue, mais qui est ancestrale en fait. Dans toutes les zones de plaine, zones céréalières, il y avait toujours des bergers itinérants liés à l'exploitation et qui gardaient souvent dans les céréales. Le berger, le bosseron a été créé pour ça, la race, pour garder au troupeau en plaine les chiens de piquet. L'objectif à l'origine, c'était vraiment pour augmenter le talage. Donc, les essais qui ont été réalisés aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas du tout d'impact sur le rendement grain ou même paille, parce que des fois, c'était un peu quand on veut garder de la paille, c'était un peu le biais où on avait un peu des doutes. Mais si on respecte bien le stade de pâturage, donc sans dépasser le stade de talage, quoi. Si on arrive à montaison, après, c'est vite foutu. Donc, on a des essais plutôt positifs en bio, peut-être un peu moins en conventionnel, et c'est surtout le seigle qui ressort bien en pâturage, qui est un peu plus résistant que les blés, quoi. Donc, on a une pression maladie réduite du fait de la consommation des feuilles, donc une surface de à peu près 50% de nécrose en moins sur les feuilles, donc ce qui est vraiment très impactant sur le rendement. Donc, grosso modo, en bio, on était sur les essais à 5 quintaux en plus de rendement entre du pâturé et non pâturé, donc ce qui est loin d'être négligeable. Donc voilà, sur la pression maladie. La contrainte, par contre, c'est que on est vraiment sur une faible biomasse. Voilà, pour le céréalier, c'est intéressant. Pour le berger, ça fait beaucoup de clôtures à déplacer. Voilà, sur des lots, ouais, par exemple, un petit 400 kg de matière sèche, ça correspond à 80 brebis pendant 2 jours de pâturage. Donc, en fonction du lot qu'on a, ça fait beaucoup de clôtures à déplacer.
Et surtout en conditions difficiles, parfois quand vraiment il pleut très fort. Donc c'est sur des paddocks 12 voire 12-24 heures quand vraiment il pleut très fort et il faut possibilité quand même d'avoir des parcs de repli des fois quand vraiment il pleut très fort pour éviter de dégrader trop quoi. Et si vraiment on est dans des conditions un peu difficiles, il y a que en SD qu'on passe, hein. Si on est sur des systèmes TCS ou labour, dès qu'il pleut trop fort, faut remballer quoi. Par contre, on a une excellente valeur alimentaire, donc on est à 1 UF pour 120 de PDI, donc ce qui est hyper important. Par contre, voilà, c'est vraiment la disponibilité en biomasse qui peut être un frein parce que ça fait beaucoup de parcs à déplacer et de clôtures à bouger. Donc ça pour les céréales. Ensuite, on va partir sur les colza à graines. Donc c'est des choses qui se pratiquent aussi depuis très longtemps. Il y a des essais de fait pas mal au lycée Récolte de Mirecourt dans les Vosges qui ont fait des essais aussi chez des voisins entre du colza pâturé, non pâturé. Donc, un point de vigilance, nous, on a quelques contrats nous, dans les Hauts-de-France sur des colzas avec variétés et rustiques. Donc là, niveau toxicité des brebis, faire très attention à ça, que ce ne soit pas des variétés avec des contrats comme ça. La condition donc, pour pas détériorer le rendement, c'est de pâturer des colzas qui soient bien développés, hein. Donc, souvent, on fait du pâturage d'octobre à décembre. Éviter les fortes gelées qui suivent derrière pour avoir une cicatrisation quand même qui soit correcte. Faire surveiller donc que le limbe, consommation des limbes, mais pas endommager les pétioles et surtout les apex, quoi, parce que là, après, sinon, ça peut vite se dégrader au niveau du rendement. Donc, la biomasse qui est consommée, en fait, ça permet de diminuer la pression maladie, donc de réduire la pression inoculum sur tout ce qui est iodium, sclérotinia, etc. Donc, c'est vraiment un effet positif sur les maladies du colza, quoi. Donc, les conditions pour ne pas détériorer le rendement, donc, c'est de changer les animaux quand une zone commence à être pâturée. Donc, là, elle va être un peu trop pâturée. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une surveillance quotidienne à faire. Donc, éviter les zones, pareil, hein, les conditions humides et dans les zones hydromorphes avec les zones de couchage. Et dans ce qui était ressorti aussi, c'est donc il y avait moins de dégâts des fois sur des semis, combinés de semis classiques par rapport aux combinés aux semis de SMAR en ligne, enfin de SMAR de précision. Donc voilà, c'était un peu le ressenti de certains. Donc il y avait moins de soucis parce qu'il n'y a pas l'effet ligne qu'il peut y avoir avec un combiné de semis, quoi. Et pareil, hein, donc c'est comme les céréales, hein, on est toujours mieux avec une meilleure portance quand on est en semis direct par rapport à du semis conventionnel, quoi. Juste un petit point supplémentaire donc sur tout ce qui est pâturage des repousses de colza. Donc on parlait de toxicité tout à l'heure et on a quelques cas nous de toxicité par exemple sur tout ce qui est mercurial ou kénopode ou datura. Donc s'assurer de ça quand on est sur des repousses de colza après moisson. Donc ça bien surveiller parce que je sais que moi quelques collègues se sont fait avoir avec ça et ont perdu des brebis. Et tout à l'heure Laurence parlait du sorgho là de semer pour faire un peu coup de vent. Personnellement, j'ai essayé. Le problème, c'est quand on est sur des semis un peu tardifs, le sorgho se développe pas et le gros souci, c'est que il est toxique s'il a moins de 60 centimètres. Donc voilà, à surveiller qu'on est dans des zones assez précoces ou avec des semis assez tôt pour que le sorgho soit suffisamment développé en bord de parcelle pour éviter tout ce qui est les problèmes de toxicité. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide, c'est bon, pile midi. Impeccable. On a essayé de vous lister un petit peu. C'est pas exhaustif, hein, mais les brebis pâturent quand même de très nombreux types de surfaces, en vous listant un petit peu les avantages, les limites, et puis en essayant de dresser un espèce de mode d'emploi. On espère que voilà, ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à consulter toutes les fiches techniques qui sont en lien avec ces thèmes, hein. Il y en a sur absolument tous les thèmes qu'on vous a présentés. Ben, nous, on vous remercie tous les quatre pour votre participation. Et puis, on espère vous avoir l'année prochaine pour de nouveaux webinaires Innova. Voilà, merci à tous. Bonne fête et à bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir et merci.